Bonjour, aujourd'hui nous recevons Joseph Francis. Bonjour, Soyez le bienvenu. merci. Merci Voilà. de m'avoir invité. Voilà, vous êtes d'origine libanaise, vous avez 65 ans. Vous êtes en France depuis 48 ans, marié, ingénieur des arts et métiers, entrepreneur, une vie d'entrepreneur. Vous avez vendu votre entreprise à Saint-Mathieu, la Coméca, en 2013. Tout à fait. Vous êtes un homme de droite, humaniste, social, gaulliste. Vous avez été conseiller régional dans la dernière mandature. Vous n'avez pas renouvelé. Non. Pourquoi ? Parce que je pensais qu'un conseiller régional d'opposition n'a pas de contribution réelle à la vie de la région. Nous ne sommes pas considérés comme étant dans l'opposition contributive. À titre d'exemple, aucun mandat de la région, au niveau des lycées, au niveau des différentes institutions où la région est représentée, aucun mandat n'est donné aux conseillers régionaux de l'opposition. Cela s'appelle du sectarisme, donc on ne servait quasiment à rien. Je me suis servi de ce mandat pour utiliser à bon escient l'indemnité qui était la mienne pour distribuer des dictionnaires aux enfants de l'Hérault pendant les 6 années. On va y revenir. Donc vous avez été... donc vous aidez les maires là, dans la réhabilitation aujourd'hui. La réhabilitation des choses historiques, soit classées, soit non classées. C'est-à-dire que vous mettez la main à la poche ou vous allez chercher des subsides au niveau de l'État ou de l'Europe ou que sais-je? Il appartient au maire de demander... société secrète. Non, il n'y a pas de société secrète. Il appartient au maire de demander les dossiers de subvention. Nous, enfin pour ce qui me concerne, j'aide le maire, surtout les mairies rurales, où ils n'ont pas les services compétents pour ce faire, à constituer leur dossier. Et comme dans chaque dossier, ils doivent apporter 20% du projet en fonds propres, bien je contribue, par des subventions que je leur donne, à constituer ces 20%. Et c'est une promesse que j'ai faite pendant la campagne sénatoriale, que j'ai gagné ou perdu. Je respecte la promesse que j'ai faite. Quelle mairie, par exemple? Des mairies dans l'arrière-pays de l'Hérault, je ne donne pas les noms, il leur appartiendra de le donner. Vous êtes discret? Je reste toujours discret parce que ce travail, je le fais par une promesse. Si j'avais été élu sénateur, j'aurais rendu public ce genre de travail. Pour le moment, je le fais de façon tout à fait discrète. En off. Donc vous avez une image parfois sulfureuse? C'est vous qui le dites. On va essayer de voir pourquoi vous dites ça. À l'époque, vous avez pris la CCI dans des conditions un petit peu rock'n'roll. Vous avez bousculé Gérard Boras. Vous appelez ça sulfureux? Vous appelez ça sulfureux? Vous avez fait beaucoup de procès à la Glorieuse. Ah ça c'est autre chose, parce que vous avez écrit des choses qui n'étaient pas fondées. Je me suis permis de faire des procès. Bon, Vous n'avez pas tous gagné. Mais j'en ai gagné. Ouais, vous en avez gagné un ou deux, on a gagné le reste. Peu importe, mais vous savez, en tout état de cause, quand je me sens attaqué injustement, je ne me laisse pas faire. Donc si vous appelez ça sulfureux, je conteste cette dénomination. Pour ce qui concerne le reste, j'ai toujours défendu l'argent public que je considère comme étant sacré. Donc vous avez été, donc après votre carrière dans l'entreprise, vous êtes lancé dans la presse et dans la politique. Je ne me suis pas lancé dans la presse. Non? Non, j'ai subventionné des journaux, comme d'autres, pas qu'un seul d'ailleurs. Et quand je ne pouvais plus subventionner, j'ai arrêté de subventionner, mais j'ai donné des dotations à des journaux. Pas vous, parce qu'à l'époque on était en procès, et je ne vais pas vous donner des subventions pour me faire des articles qui ne sont pas vrais. Donc voilà pourquoi je n'ai pas subventionné la Glorieuse. Il faut acheter des journaux aujourd'hui? J'achète des journaux, bien sûr. J'achète des journaux, et pas forcément des journaux de droite. D'accord. Vous avez acheté des journaux de gauche? Oui. Ben, je suis abonné à Mediapart, par exemple. J'achète le Canard enchaîné. J'achète Le Monde. J'achète Le Figaro.
Vous achetez tous les journaux, quoi. Non. Vous achetez pas quoi? Ben, ceux qui ne sont pas, que je considère parfois qu'ils ne m'apportent pas beaucoup. Bon, vous aimez la lecture, vous avez lu dernièrement les livres du général de Villiers. Oui, Vous aimez aussi les livres L'ésotérisme sur les pays asiatiques, le siècle des Lumières. absolument. Voilà. Qualité, fier, constant, droit, aime le travail. Fier, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que j'étais fier. Fier de votre constance. Ah oui, fier de ma constance, mais pas fier tout court. C'est pas pareil. Défaut, vous avez beaucoup d'adversaires. Ok, c'est le revers de la médaille. Il faut l'accepter. J'accepte aussi bien mes qualités que mes défauts. Voilà, donc avant de partir sur les questions, je vais présenter le numéro 979 de la Glorieuse, avec à la une un sujet sur le festival de la guitare et en titre Subvention à la dérive. Argent public, Talat El Singabi s'est octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 euros sur l'argent public. Donc on regarde un petit peu les comptes de cette association. Vous connaissez? Non, je ne connais pas cette association, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas le sujet que vous évoquez. Si vous m'en dites un peu plus, je pourrais vous donner mon avis. C'est peut-être pas le sujet là de déflorer cet article, simplement de l'annoncer. Et vous trouverez tout dans la prochaine publication mercredi prochain. Je le lirai avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, on revient sur la gabegie municipale, l'absentéisme, qui a presque 40 jours par an, et de la fosse qui botte en touche. Ensuite, dimanche, on vote. Vous êtes au courant? Oui. Donc, mobiliser ou démobiliser, c'est suivant. C'est le premier tour de l'élection reine. Est-ce que les sondages vont-ils être remis en cause? Alors, si vous me permettez, sur les sujets que vous avez évoqués, je voudrais juste vous apporter un commentaire sur un sujet concernant la gabegie et le problème de l'absentéisme dans la ville de Montpellier. D'abord et avant tout, ce n'est pas un problème du personnel municipal. J'ai beaucoup travaillé là-dessus en 2014 lors de la campagne municipale. Déjà, à l'époque. Le problème, c'est que le personnel municipal, comme tout salarié dans une institution, dans une entreprise, ont besoin d'un projet. Il faut qu'on les fasse adhérer à un projet. Ensuite, il va falloir faire un bilan de compétences. Ensuite, donner à chacun la place qui lui sied et lui donner l'envie de travailler. Et j'ai fait un travail là-dessus, j'ai calculé que par an, entre l'agglo et la ville, on peut économiser 60 millions d'euros 60 millions d'euros sur la masse salariale sans que cela affecte, au contraire, je dirais même, ça améliore le service public. Et avec 60 millions d'euros sur un mandat, on règle le problème de la circulation dans la ville de Montpellier. Et pour cela, il faut qu'il y ait la volonté politique de le faire. Voilà, je voulais quand même intervenir sur cette question qui malheureusement est une question très importante et qu'il ne faut surtout pas incriminer le personnel municipal. Ce sont les chefs qui sont en cause. Et donc on a fait le compte de cette affaire, ça coûte environ 14 millions d'euros. Rien que l'absentéisme. C'est-à-dire combien ça fait? Les 40%, donc là 40% les 40 jours d'absentéisme par an. Record national. Voilà, pondéré aux 3000 personnes qui travaillent dans la mairie. Rien que la Donc mairie. c'est considérable, ça fait 14 millions d'euros, c'est-à-dire je ne sais pas combien de pourcents du budget, mais une part très importante du budget de la ville. Ah ben, ça représente aujourd'hui près de 3,5%. D'accord. Voilà, on revient aussi sur le sujet de la semaine dernière, la capitale de la culture européenne. Et on revient sur une déclaration du maire qui a déclaré en 2020 que ce n'était pas possible de partir que c'était trop tard, que ça, et que finalement en 2022 c'est possible. Oui, ben bravo. Moi je dis on peut changer d'avis. Pour moi cette question-là n'est pas un tort en soi. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a changé d'avis, tant mieux. Si Montpellier peut être demain la capitale culturelle de l'Europe, bon, moi j'en serais ravi, mais pour cela il faut d'abord qu'il améliore
la circulation, qu'il améliore la sécurité, qu'il améliore la propreté, pour que ville culturelle soit visitée par des gens qui apprécient de venir. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse blacklister un journal? Non, non. Mais je ne suis pas surpris par un pouvoir écolo-socialiste. Ils sont sectaires. Parce que, par exemple, avant les élections, nous avons invité 3 fois M. Delafosse à votre place. Il est venu dérouler son programme, ses attaques contre l'ancien maire. Et là, aujourd'hui, il nous blacklist, il nous empêche de recevoir les communiqués de presse, il ne nous accueille pas, et il vient de résilier tous les abonnements de la Glorieuse à la mairie. Ça ne m'étonne pas que les écolos-socialistes, même à la région, je l'ai vécu, ce sectarisme. Donc, je ne suis pas surpris. Est-ce qu'avec l'argent et le pouvoir, on peut tout acheter? Est-ce qu'avec le pouvoir, on peut tout acheter? Avec l'argent et le pouvoir. Avec l'argent public. Public ou pas public. Vous étiez quelqu'un de pouvoir, vous aviez de l'argent, vous en avez toujours. Est-ce qu'on peut tout acheter? Je vais vous dire, le pouvoir, c'est d'abord un devoir. Et beaucoup utilisent le pouvoir en abusant et en se servant de ce pouvoir à des fins totalement différentes de l'objectif pour lequel ils ont été installés. Donc, pour moi, être au pouvoir, c'est avoir un devoir vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de soi-même, d'abord, de sa conscience, vis-à-vis des fonctionnaires territoriaux, vis-à-vis des acteurs de la cité, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la préfecture. D'abord, le devoir. Et malheureusement, de plus en plus, le pouvoir, il est utilisé comme étant une pression par celui qui le détient. Ça, c'est le pouvoir totalement abusif. J'ai une question à vous poser là. Pourquoi persévérez-vous en politique alors que vous prenez souvent des vestes? J'ai pris beaucoup d'échecs. Merci pour votre sincérité. Mais c'est la réalité, parce que j'ai toujours livré des combats à contre-courant. J'ai livré des combats à contre-courant depuis 2012. Tous ces combats ont été menés contre un pouvoir en place, contre des courants nationaux qui étaient en place. Vous n'êtes pas sans ignorer, vous êtes un observateur de la vie locale et nationale. Malheureusement, sur le plan national, la droite le courant de la droite qui représente 60% de la population est en train de prendre une veste, que vous appelez. Et puis sur le plan local, depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années, nous pouvons constater que la droite est passée de 40% à pas grand-chose. On n'a pas donné des chiffres. Vous parlez de Montpellier, là? Ben, je parle localement, oui, Montpellier, département. Regardez quand même au département. Les conseillers départementaux de droite ont dû partir avec des gens de gauche pour assurer leur réélection. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a un véritable problème de la droite dans notre territoire et nous avons un devoir de remobiliser la droite dans notre territoire parce que la vie locale, la vie démocratique ne peut pas vivre sans un courant de droite républicaine. Et ils viennent d'où ce problème de droite? Or, les problèmes sont multiples. D'abord, il est national. Vous avez observé que depuis 2008, la droite ne fait que perdre sur le plan national, même si elle a gagné quelques élections intermédiaires. Sur le plan local, force est de constater, c'est que la droite est représentée par un certain nombre de barons locaux. Soit ils maintiennent leur position parce qu'ils gèrent bien leur ville, soit ils maintiennent leur position parce qu'ils font alliance avec leurs adversaires. Et ces adversaires en question les maintiennent parce qu'ils ont besoin d'eux pour casser la droite. C'est les idiots utiles. Ben, peut-être pour eux, pour la majorité en place, oui, c'est les idiots utiles. Sauf que eux, ils en vivent. Ils sont là sur place, ils vivent de leur mandat, ils vivent de tout ça. Et in fine, on se rend compte qu'ils ne servent pas le courant politique qui est le leur, ils ne servent pas les partis dont ils demandent les investitures. En tête, il y a qui? En tête, il y a qui dans les roues? Ben, vous le savez mieux que moi. Je ne parlerai jamais de personne et je ne citerai jamais personne dans mes propos. Je dis simplement des choses que je vis, que vous vivez, et vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, parce que vous êtes observateur aussi, de ce qui se passe au niveau de la droite. Malheureusement, cette droite, il faut qu'elle se
Il faut qu'il y ait un renversement de la table. Alors, il ne viendra pas d'ici. Il viendra quand, au niveau national, il y aura quelqu'un qui renverse la table et qui crée un pouvoir authentique qui réhabilite les hommes politiques de droite avec la population, avec leurs électeurs. Et on fantasme sur vous, pourquoi? Parce que je ne dois rien à la politique. Parce que je ne vis pas de la politique, je ne dépends pas de la politique et je ne suis pas capable de faire du politiquement correct. Je suis quelqu'un qui fait du politiquement honnête. Est-ce que vous avez soutenu Moed Altrad? Non, je n'ai pas soutenu Moed Altrad. Parce qu'il a à peu près la même démarche que vous. Moed avait la même démarche que moi, sauf que Moed est venu brutalement en politique. Il n'a pas préparé sa venue en politique. Je pense que maintenant il comprend mieux que ce qu'il avait compris avant 2020. Et je suis persuadé que je ne connais pas ses intentions pour le moment. Je sais qu'il est en train de briller à nouveau dans son groupe industriel. C'est un grand chef d'entreprise. C'est un personnage de grande qualité. S'il était aujourd'hui le maire de Montpellier, je suis persuadé que Montpellier aurait une visée tout autre. Vous m'avez dit que dans la société, le vice l'emporte sur la vertu. Dans notre société d'aujourd'hui, oui. Vous parliez quoi de tout. De la retraite de Russie ou de vos expériences personnelles? Je parle, non, je suis un observateur de la vie. Je vois aujourd'hui que malheureusement, nous sommes dans un pays qui dépense en dépenses publiques le plus au monde, le plus au monde, et on a un service public qui ne va pas. Donc il faut quand même se résoudre à l'évidence. On a un problème. Ça fait 40 ans qu'on dit que le service public ne va pas et il fonctionne toujours. On embauche toujours des gens dans le service public. C'est pas parce qu'on embauche qu'il fonctionne. Non, je veux dire, il ne fait pas faillite. Les entreprises font faillite, le service public... Il ne peut pas faire faillite. Par définition, vous savez, quand vous êtes à la tête d'une institution, vous avez recours soit à l'emprunt, soit à l'impôt. Et vous savez très bien que, en règle générale, si vous voulez, la différence entre une institution publique et une entreprise, c'est qu'une entreprise part des recettes pour déterminer les dépenses. Une institution publique part des dépenses pour déterminer les recettes. Et quand les recettes manquent, en règle générale c'est 30%, puisque les recettes sont de l'ordre de 30% des dépenses, on a recours soit à l'emprunt, soit à l'impôt. Ce qui est totalement différent par rapport à une entreprise. Donc ils ne peuvent pas faire faillite, non. Ils ne feront pas faillite, sauf quand les dettes sont trop importantes par rapport aux normes fixées par l'État. Là, ils sont sous tutelle. Mais en règle générale, il y a beaucoup de tolérance en la matière. Lors des dernières élections départementales et régionales, on vous sentait un peu en recul par rapport à la vie politique. Est-ce que ce temps est révolu aujourd'hui? J'étais en recul parce que je considérais que ces élections n'allaient aboutir à rien. Et je savais très bien qu'en temps de pandémie, avec un pouvoir qui détenait le chéquier, on le sait ce que c'est, ils détiennent les chéquiers, il y a eu des arrosages de partout. Ça, c'est une habitude dont il faut qu'on se sépare, et pour cela, il faut que les gens soient informés sur ils sont un peu dupes. C'est-à-dire qu'un an avant l'élection, on commence à arroser, à faire des chèques, à donner des subventions, et allez-y, allez-y, allez-y. Donc, en réalité, je pense que ce qu'il convient de faire, c'est que parfois, il vaut mieux quand même ne pas aller à des combats qui sont complètement erronés. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas participer à ces deux élections. Un, parce qu'au niveau de la région, mon rôle ne servait à rien. Et moi, je n'aime pas être inutile, perdre son temps pour aller travailler des dossiers comme je le faisais, pour qu'après on nous dise, vous êtes dans l'opposition, vous n'avez rien à dire. Bon, je considère cela comme étant inacceptable. Bon, les cadres des Républicains, le maire de la Grande Motte, ont fait part de leur mécontentement à Christian Jacob lors de votre désignation, donc sur la 4e circonscription en qualité de tête de liste. Est-ce que vous craignez pas de faire exploser les Républicains dans l'Hérault? Oh là, j'aurais beaucoup de prétentions de dire que je vais faire exploser l'Hérault. Non. Non. Ce que je pense, c'est que dans cette affaire, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce qu'un candidat a été investi le 13 décembre. On n'attend pas 5 mois pour le désinvestir. Ça ne se fait pas. Cette chose-là aurait dû arriver bien avant. Et comme ça, on n'aurait pas laissé ce candidat commencer à faire une campagne, etc. Mais c'est du grand n'importe quoi.
C'est du grand n'importe quoi. Alors, on a investi M. Garcia. Oui. Et maintenant, c'est vous vous remplacez M. Garcia. Ben oui. Et ça, c'est pas acceptable pour M. Garcia. Même si, depuis le début, j'étais prévu pour être sur cette circonscription. Et on m'a demandé mes intentions. Je les ai données il y a près de 6 mois. Donc, le fait d'avoir investi M. Garcia était une erreur stratégique au niveau de ceux qui l'ont fait à Paris. Mais que les républicains de l'Hérault en soient mécontents, je peux les comprendre. Mais donc, ceci étant, ça va s'estomper tout ça. Donc vous êtes sur la 4e circonscription de l'Hérault. C'est une circonscription qui part de Metz et qui va jusqu'au Quélard. C'est une circonscription rurale. Vous êtes un industriel. Est-ce que vous êtes pris de passion soudaine pour la viticulture, l'élevage et la conchyliculture? C'est justement mon profil de chef d'entreprise qui peut être utile pour ce genre de circonscription. Parce que les maires ont besoin de quelqu'un comme moi qui a un nombre de projets. En fait, je suis un industriel, mais je suis un homme de projet. Et je l'ai vu pendant les sénatoriales. J'ai beaucoup travaillé avec eux. J'ai beaucoup étudié leurs besoins. Je sais que je peux leur être utile. Donc, ils savent que je peux leur être utile. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'ils étaient ravis si je devais être, en étant investi. Donc, non, je pense que j'ai beaucoup épousé leur cause. Je travaille beaucoup avec eux sur la réhabilitation du patrimoine, sur les problèmes de transport, sur les problèmes d'emploi, sur les problèmes des déserts médicaux. J'ai travaillé aussi pour essayer de trouver des médecins pour des déserts médicaux. Donc là, on a des blocages qui viennent des corporations médicales. Il y a un travail important à faire. En tant que député, j'aurai le poids pour pouvoir débloquer un certain nombre de dossiers. Michel Garcia, là, le candidat LR, donc avait déjà mobilisé un peu partout, conférences de presse, réseau. Est-ce que vous n'allez pas en pâtir? Il a fait une conférence de presse? Oui. Ah bon? Enfin, il y a quelque temps. Ah oui, avant que je sois moi-même investi. Avant oui, que vous soyez investi, oui. Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais non, je ne vois pas comment je peux être... je peux en pâtir. Ce que je peux dire, c'est que je rencontrerai Michel Garcia. J'aurai avec lui beaucoup de discussions. Vous êtes déjà parlé? Je le vois bientôt. Donc je ne l'ai pas encore rencontré, je le vois bientôt. C'est normal, je me dois de le rencontrer. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire des choses pour lui dire que je comprends et je compatis avec son amertume. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il a subi une injustice. Et quand quelqu'un subit une injustice, même si j'ai été investi à sa place, il faut le lui dire. D'accord. Sur quel autre circo verrons-nous des candidats UDI? Je ne sais pas s'il y a des investitures déjà faites, c'est trop tôt. Pour le moment, il y avait les investitures LR. Donc LR a investi un UDI sur la 4e. Les investitures UDI vont venir, on verra en fonction des circonscriptions. Naturellement, on ne mettra pas des candidats sur toutes les circos, mais il y aura des candidats sur beaucoup de circos. Est-ce que vous êtes le sponsor du sondage qui donnait Delafosse à 13% et qui lui a permis de boucler sa liste à Noël 2013? Il n'était pas à 13, il était à 15. Oui, excusez-moi pour les 2%. Non, c'est important. Je ne suis pas le sponsor, c'est l'UDI. J'ai demandé à l'UDI de faire un sondage. Et l'UDI a fait ce sondage et ils me l'ont communiqué. C'est l'UDI le sponsor alors? Non, pas sponsor, c'est l'UDI qui a fait son sondage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous ne savions pas si nous allions avec Sorel, avec Altrad ou avec notre candidat naturel, Alex Larue. Et pour cela, il fallait faire un sondage. Et l'UDI a décidé de faire un sondage. Vous savez, on prête qu'aux riches. Hein. Et l'UDI a fait un sondage. L'UDI m'a demandé si je voulais le publier. J'ai dit oui. Et je l'ai publié. Est-ce que Delafosse a trahi sa parole en ne vous accordant pas ses grands électeurs pour les sénatoriales? Delafosse ne me devait rien. Il vous a rien promis? Ah, j'ai demandé à Delafosse de me soutenir pour les sénatoriales. Il n'était pas très chaud au départ. Après, il m'a dit qu'il allait voir, mais il n'a rien vu. Donc, je n'ai pas été trahi. Et je n'ai pas été déçu non plus, parce que je n'attends rien d'un socialiste.
Est-ce que la parole de Robert Ménard a-t-elle plus de valeur que celle de Delafosse? Incontestablement oui, parce que Robert Ménard m'a dit qu'il n'allait pas me soutenir. Et il ne m'a pas soutenu. Quel bilan tirez-vous de l'opération Geoffrin-Dicot? Énorme, énorme. Je peux vous dire que la joie que nous ressentons à travers celle des enfants à qui nous distribuons les dictionnaires, elle est immense. J'aurais souhaité continuer à faire un suivi pour savoir, parce que c'est intéressant de savoir que deviennent ces dicots. Mais en tout cas, ce que j'ai comme information, c'est que c'est très bien suivi. D'ailleurs, après mon mandat, j'en ai distribué aussi dans une mairie dans le Biterrois, où le maire a souhaité que je continue. Je l'ai fait. C'est une petite mairie où il y avait une quarantaine d'élèves de CP. Ben, j'ai distribué aussi parce que je trouvais que c'était tellement... c'est affectif. Vous savez, voir la joie des autres et s'en réjouir, on a tellement de malheur dans notre vie que parfois ça fait du bien. Vous étiez au conseil régional donc jusqu'en juin 2021. Est-ce que vous pouvez dire que l'argent de la région est bien dépensé? Ah non, jamais. Je ne dirai jamais ça. L'argent de la région, pour moi, est très mal dépensé. La preuve, c'est que, contrairement à ce que dit Madame la Présidente, on a regroupé 2 régions et on a augmenté en valeur absolue de façon ahurissante les frais de fonctionnement. C'est pas acceptable. C'est de quel ordre? Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois savoir qu'en valeur relative, 13%, et en valeur absolue, c'est plusieurs centaines de millions. Et vous parlez de clientélisme aussi? Je ne peux pas parler de clientélisme, parce que moi, quand je parle de clientélisme, il faut que j'ai des preuves. Je n'ai aucune preuve de clientélisme. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des choix qui sont faits, qui ne sont pas des choix d'une grande présidente de région. Il n'y a pas de vision dans cette région. On ne sait pas où va la région, on ne sait pas quel est le grand projet de cette région. On a une des plus belles régions d'Europe. On a une région qui a des atouts extraordinaires. Si vous enlevez Airbus, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a énormément de potentiel dans cette région, ils ne sont pas exploités. On n'a pas de vision, on n'attire pas des investissements structurants. Vous savez, je vous donne un seul exemple. On a une des régions, ou la seule, qui a tous les modes de transport. Aérien, la mer, fluvial, ferroviaire et routier. Tous débouchent dans un triangle qui fait Béziers, Sète et Montpellier. Et pourquoi la région n'œuvre pas pour faire, à la place des formations en sociologie à l'université de Béziers, à la faculté de Béziers, on forme beaucoup de sociologie et qui aboutissent vers le chômage, alors qu'on peut former des logisticiens et attirer les sociétés de logistique. La logistique est en train de prendre une part très importante. Jamais vous trouverez en France des endroits comme chez nous, avec le port de Sète, avec le canal du Rhône, avec l'autoroute, avec le TGV, avec l'aérien. Vous voyez, tout ça nous amène à avoir une vision. Qui doit porter ce projet? La région. Je vous donne un deuxième exemple. Nous avons le pôle médical au nord de Montpellier qui est un des meilleurs d'Europe. Et on a des professeurs cherchants parmi les meilleurs au monde. Où il est le projet? J'ai demandé à la région, c'était mon dernier discours à l'Assemblée plénière, de se pencher sur ce dossier. J'attends toujours. En réalité, il n'y a pas de vision. D'accord. Est-ce qu'on a une chance de revoir le duel centriste Joseph Francis contre Anne Brissot? Non, je ne vois pas. Elle n'est pas candidate sur la 4. Non. Non, donc je ne vois pas pourquoi. Ultérieurement, dans quelques compétitions que ce soit. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez vendu votre société Comeca, vous avez été en procès contre l'acheteur, ça en est où? J'ai gagné toutes les instances. Ils ont fait appel, mais j'ai toujours gagné. J'ai tout gagné. Vous avez une autre procédure sur laquelle vous avez perdu, dans lequel un article de La Glorieuse, le 15 janvier 2020, qui s'appelait « En balade dans l'avion de Joseph Francis ». Je n'ai pas perdu contre La Glorieuse.
puisque je n'ai pas fait de procès à la Glorieuse. Je sais, mais vous avez perdu le procès. Je n'ai pas porté le procès. Il y a eu relax pour ceux que j'ai attaqués, mais j'ai fait appel parce que il y a là-dedans beaucoup de contre-vérités. Mais la Cour d'appel tranchera. Que pensez-vous du rapport d'audit confidentiel de la société Sonépar? J'ai eu l'occasion de le dire au tribunal et le tribunal l'a déjugé. Qui soutenez-vous dimanche prochain? Incontestablement Valérie Pécresse. Je ne trahis pas mon camp. Êtes-vous déçu par la campagne présidentielle? Oui. Pourquoi? Il n'y a pas eu de campagne. Pourquoi? Il n'y a pas eu de campagne. Pour moi, il n'y a pas eu de campagne. Le président sortant a refusé la campagne, la confrontation. Il ne veut pas que son bilan soit mis sur la table. On voit de temps à autre des histoires qui sortent concernant Mackenzie. Je pense que le président ne voulait pas affronter ce genre de situation. J'espère que entre le premier et le second tour, s'il est qualifié, parce qu'une élection c'est une élection, il pourra s'expliquer sur un certain nombre de sujets. Au deuxième tour, vous voterez Macron contre Le Pen? Je vote Valérie Pécresse. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.